Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À la une de l'actualité nationale ce matin, les parutions du jour informent que le verdict dans l'affaire des cas de tricherie détectés lors du dernier concours de recrutement de 100 auditeurs de justice est tombé hier. Aussi, les confrères ce matin rapportent des commentaires au sujet des propos tenus par l'ancien président de la République Thomas Boniaï, président d'honneur du parti politique Les Démocrates à Parakou le week-end dernier. On note également dans la presse nationale ce matin des appréciations liées à la réélection de Luc Setonji Atropo à la présidence de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Nous y reviendrons dans la présentation de quelques unes de journaux parus ce matin au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre, l'ancien bâtonnier Jacques Migan, acteur politique, au sujet des propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï ces propos qui font couler beaucoup d'encre et de salive depuis le week-end dernier. À suivre également Maître Abraham Zizidopoué sur la réouverture des frontières terrestres entre le Bénin et le Nigeria. Dans le débat de ce matin sur Free Matin, nous parlerons de l'impact du châtiment corporel dans l'éducation des enfants à l'école. Et à cet effet, mes invités sont Georges Anagonou et Alphonse Moïse Soudé. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi vous présentera les prévisions astrologiques de ce mercredi. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: réforme de l'état civil au Bénin. Voici les nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin: après sa brillante réélection à la tête de l'ANCB, la LDC, la dynamique continue, félicite Luc Setonji Atropo pour ses qualités. Ces félicitations vous sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Eumenique Aladatine, coordonnatrice des cadres UP de l'Atlantique: le développement du Bénin est aujourd'hui mieux pensé, planifié et opérationnalisé. L'intégralité de son interview accordée aux confrères de Fraternité vous est publiée aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin: mois de solidarité 2020 de MTN Bénin à Abomey, 4 millions de francs CFA pour aider à soigner 500 patients démunis. Des détails sur cette opération à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui titre en manchette ce matin avec les photos de l'ancien député Yakou Malekhossou et de Luc Setonji Atropo. Le Canard titre: réélection du maire de Cotonou à la tête de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Imam, alpha et non musulmans de la Fondation Malekhossou félicitent Luc
Luc Atropo et rendre grâce à Dieu. Il souhaite au maire Luc Atropo plein succès pour ce nouveau challenge et à son équipe une mandature apaisée remplie de bonnes œuvres. Plus de détails sur leur message dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. L'actualité poursuit dans la même veine et titre en deuxième titre à la une ce matin. Réélection à la tête de la NCB. La fondation Yacoubou Malekhossou salue le leadership de Luc Setondia Atropo, imam alpha et non musulman de la fondation Malekhossou rendre grâce à Dieu. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique en marche qui titre en manchette ce matin après les loyaux services rendus au pays. Pension de Soglo, corriger une injustice de 25 ans. La faute au gouvernement qui se sont succédés depuis 1996. Au-delà de la mesquinerie au Bénin, lire l'éclairage de la Cour des comptes en France. Des précisions aux pages 3, 5, 6, 7 et 12 de la parution de ce matin du quotidien. Libération en manchette ce matin, analyse du programme éducatif, le Bénin porté en triomphe lors du PASSEC 2019 à Dakar. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et toujours à la une de Libération de ce matin, procès dans l'affaire fraude lors du concours des auditeurs de justice. Voici le verdict du juge. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à l'affaire concours frauduleux. 36 mois de prison dont 12 fermes pour les deux dames. Maître Pacom Koundé relaxé, 6 mois avec sursis pour Maître Timothée Yabid. Plus de détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui a également titré en deuxième titre à la une ce matin, promotion de l'économie locale, le système informatisé de recouvrement des recettes mises en service à Malanville. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Jack Pata qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, un silence plat qui inquiète et interpelle les uns et les autres. L'analyse du confrère à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Jack Pata de ce matin, fête de Noël dans les médias, les enfants des professionnels membres de la PADEM Bénin fête jeudi prochain, annonce le confrère. Et la Nation, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, réaménagement horaire dans l'administration publique. La ministre Adidiatou Matisse expose les avantages à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui communique à la une ce matin. Noël, solidarité au CHUD Borgou Alibori, la fondation Biwa Bénin sacrifie à la tradition. Le compte rendu à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Pour vous qui n'êtes pas au Bénin, les quotidiens sont accessibles en ligne via le site internet. Pour ceux qui sont sur le territoire national, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Atifar Lafa sera installé à l'instant pour le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. L'ancien président Thomas Boni Yayi s'est rendu au nord, précisément à Parakou, le dimanche 20 décembre 2020. Thomas Boni Yayi, président d'honneur du parti de l'opposition Les Démocrates, a mentionné dans ses propos que Patrice Talon chicote son peuple avec sa gouvernance. Ces propos ont été commentés par l'ancien bâtonnier Jacques Migan au micro d'Abdelkader Achiro. Le président Boni Yayi a été président pendant 10 ans. Et il me semble qu'il n'a jamais pensé que quelqu'un pourrait venir et faire mieux et aller très loin. Il n'a jamais pensé à ça. Il a cru qu'il est le président qui a mis la barre à un certain niveau qui ne pourrait pas être atteint et dépassé. Le président Boni Yayi est resté 10 ans aux responsabilités. Il a fait son devoir. La mission que le peuple lui a confiée. Le président Patrice Talon est arrivé et en moins de 4 ans, il a également fait son devoir. Et ce que le président Patrice Talon a fait en 4 ans dépasse largement, je dis bien largement, ce qui a été réalisé pendant les 10 ans du président Boni Yayi. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'eau. Le président Patrice Talon, quand il est arrivé aux responsabilités, le taux d'accessibilité à l'eau potable en République du Bénin était à 42%. Je dis bien à 42%. De 1960 à 2016. Et quand il est arrivé aux responsabilités, le président Patrice Talon, en 2016, ce taux d'accessibilité, il a porté à 70%. Je ne sais pas si vous voyez la différence de ce qui a été réalisé en 4 ans. Ce qui veut dire que Talon a fait en 4 ans
ce qui a été fait en 12 ans. Voilà l'eau. Je prends le cas de l'énergie électrique. Avant que le président Patrice Talon n'accède à la responsabilité suprême, le Bénin vivait dans l'obscurité. Le Bénin vivait dans le noir. Ce qu'on appelait le délestage. C'est-à-dire, on délaisse une zone pour satisfaire une autre zone. À l'heure où je vous parle, l'électricité est une réalité au Bénin. Le président Patrice Talon a permis à tous les Béninois, sans exception, de pouvoir enfin vivre normalement. Il n'est plus question aujourd'hui de fermer les entreprises parce qu'il y avait coupure d'électricité. Les ménages, les artisans, tout le monde loue aujourd'hui ce qui est réalisé aujourd'hui en matière d'énergie électrique et qui contribue au développement, puisque les statistiques ont révélé qu'hier encore, avant 2016, il y a eu une chute terrible de la croissance à cause de cette énergie qui faisait défaut. Mais aujourd'hui, vous avez vu la croissance du Bénin. On avait maquillé les chiffres de la croissance qui était à 2%, on nous faisait croire qu'il était à 5%, alors que tout le monde sait que sans énergie, sans d'autres choses, vous ne pouvez pas aller à développement. Aujourd'hui, l'investissement est une réalité, le développement est une réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie électrique qui permet le bon fonctionnement des entreprises, des ménages, ainsi de suite. Alors, comment voudriez-vous que le président Boni Yayi, devant de telles réalités, de telles réformes, de telles actions, puisse être content? Alors que je vous disais tout à l'heure qu'il avait mis, il pensait avoir mis la barre à un certain niveau qu'il ne pourrait jamais dépasser. Je vous ai dit que cette barre, non seulement a été atteinte, ce niveau, pardon, a été atteint, mais ce niveau est dépassé, largement dépassé. Et ça ne plaît pas au président Boni Yayi qui est entré dans une colère, dans une haine, dans une rancune, à travers l'homme qui est en train de faire ce travail aujourd'hui, c'est-à-dire le président Patrice Talon. Les réalités sont là, les réalisations sont là, les actions sont là, les réformes sont là. Le président Boni Yayi doit comprendre que chaque président qui arrive aux responsabilités, c'est pour accomplir une mission. Il a accompli la sienne, mais qu'il laisse le président Patrice Talon travailler, au lieu de s'en prendre à sa personne. Et quand est-ce que nous observons? Il ne critique pas les actions du président Patrice Talon. Il critique, c'est-à-dire, il porte atteinte à la personne du président Patrice Talon. Qu'est-ce que le président Patrice Talon a à y voir? Pourquoi peut-il nouer une telle haine étroite, mesquine, à l'endroit du président qui lui tend la main pour une concorde de tout le monde, pour que tout le monde accompagne le développement que nous vivons? Et vous avez certainement observé que partout où le président Patrice Talon passe, comme c'était le cas dans le Septentrion à Parakou, le président Boni Yayi passe par là pour essayer de démolir ce que le président Patrice Talon a eu à dire, a eu à faire. Mais les réalités sont là, les réalisations sont là. La réouverture des frontières bénino-nigérianes depuis la semaine dernière facilite les échanges commerciaux entre les deux pays. Cette situation qui réjouit bon nombre de citoyens de part et d'autre a été appréciée par Abraham Zizidoroui, citoyen béninois et acteur politique. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Tout citoyen béninois doit se féliciter de la réouverture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu fermeture, mais c'est, disons, la première fois qu'elle a duré aussi longtemps, plus d'une année. Bon, j'ai eu déjà à opiner sur la question au début de la fermeture. Je disais qu'il y a le principe intangible de la souveraineté des États. En cela, il n'y a pas de grand État, de petit État. Tout État est souverain. Et en cela, pour les raisons qui ont été évoquées en son temps,
je disais que le Nigeria a ses raisons de fermer la frontière malgré l'existence de plusieurs accords, notamment l'accord de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, tout accord, tout principe a des tempéraments. C'est vrai, ce principe existe, mais il y a toujours des limites. Et quelques limites, c'est la santé, c'est la sûreté et la sécurité. Quels que soient les accords que vous avez de libre-échange, de libre circulation, la souveraineté du pays s'exerce, que ce soit un petit pays ou un grand pays, quand il y a des questions de santé, de sûreté et de sécurité. Et c'est ce que le Nigeria a fait jouer et en fermant unilatéralement. Disons qu'en le faisant, il y a nécessairement des conséquences défavorables pour les deux pays, pour les ressortissants des deux États, surtout les frontaliers qui vivent au jour le jour, n'est-ce pas, d'achat et revente. Mais nous devons aller plus loin pour voir la géopolitique de notre pays. Parce que ça se répète chaque fois pour que nous puissions avoir des politiques durables. Moi, j'ai l'habitude de dire que notre pays est situé entre l'enclume nigériane et le marteau francophone. Le Bénin, la géopolitique du Bénin, c'est entre l'enclume nigériane et le marteau francophone. Au Bénin, de pouvoir vivre et survivre dans cette géopolitique que je viens de citer. Nous avons d'un côté l'enclume nigériane, le marteau francophone. Le Bénin doit trouver son chemin. Et je crois que ce qui vient de se passer a montré la capacité de résilience du Bénin. Évidemment, quand on se place au niveau micro, on n'a pas les mêmes réactions. Celui qui vit de ça, dès que c'est fermé, il est dans tous ses états, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, il faut courir, il faut faire ci, il faut ça, c'est humain. Mais au niveau macro, nous devons pouvoir dire que le Bénin doit pouvoir atténuer à défaut de résister au choc exogène. Nous avons déjà les problèmes de monnaie, nous avons les problèmes de... Alors, donc le Bénin doit pouvoir se situer dans cette géopolitique et je crois que cette fermeture, contrairement à ce que certains disent, a été une opportunité. C'est vrai, dans l'immédiat, nos bonnes femmes qui vendaient des tomates n'ont pas pu, mais le Bénin a essayé de parer au plus pressé. Et ça nous permet de mettre notre économie dans la durabilité, voire désormais, ce n'est pas la revente seulement, mais c'est la production. Nous devons, à partir de cela, opter résolument pour la production. Tout ce que nous allons produire avec un tel marché qui est à notre porte, doit pouvoir permettre au Bénin de s'en sortir. Nous devons profiter légalement, sainement de cette proximité et non de ce qui se fait contrebande, parce qu'en fait, quand on parle de contrebande, ce n'est pas que les Béninois, c'est également les frontaliers nigériens, que nous puissions mettre des politiques publiques en marche de manière à ce que les deux peuples, les deux populations, les deux États, nous puissions vivre parce que nous sommes liés par la nature au Nigeria. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas demandé à être là. Le Nigeria n'a pas demandé à être là. Donc par la nature, nous sommes liés au Nigeria. Par l'histoire, nous sommes liés au monde francophone. Donc le Bénin doit pouvoir trouver sa place dans cette dialectique, dans cette géopolitique que je viens de définir comme l'enclume nigériane, le marteau francophone.
La première communication de Café Média Plus du 18 décembre dernier a abordé les contraintes de la presse en ligne au Bénin dans ce contexte où aucune presse en ligne n'a reçu l'autorisation de l'ARAC. Loris Rounon, le vice-président du Repromeb, s'est étendu sur la question au cours de son exposé. Carles Kitome a été témoin de cette communication dont il nous propose un extrait. Nos journaux papier, c'est la radio ou c'est la télévision. Alors, mais avec, les limites par rapport au site, c'est-à-dire quoi? Lorsque je veux peut-être publier, par exemple, un grand reportage, par exemple, dans un journal, je peux me permettre d'écrire et couvrir 3-4 pages de journal papier. Mais ici, pour le web journaliste, il a eu certaines contraintes qui fait qu'il doit faire un double effort pour être plus succinct, pour livrer l'information de façon plus résumée et plus directe. Parce que celui-là qui est sur son site n'a pas peut-être le temps de passer 15 minutes pour lire un article. Il n'a pas ce temps-là. Donc il faudrait que déjà en 2-3 minutes maximum, le gars il a déjà lu ton dossier et tout ça. Donc ce qui fait que par rapport au style rédactionnel, alors le web journaliste se doit, d'accord, d'autres contraintes, d'accord, supplémentaires pour être plus succinct, d'accord, pour être plus concis et pour aller plus vite à l'information. Si on a constaté ces dernières années qu'il y a les web journalistes qui ont été beaucoup inquiétés, c'est parce que il y a le code du numérique qui leur sont appliqués, ce qui ne devait être pas le cas. Parce que si les choses étaient bien établies, le journaliste, d'accord, en tant que journaliste, il répond de ses actes par rapport au code de l'information et de la communication. Et tout ce qui est activiste, blogueur, en tout cas tout ce qui est non-journaliste, ne régit pas le code du numérique. Mais c'est parce qu'à un niveau donné, il y a l'amalgame qui fait que quand le journaliste écrit sur les réseaux sociaux, par exemple, le législateur a permis au juge d'avoir la latitude soit de lui appliquer le code du numérique parce qu'il a écrit via la toile. C'était un journaliste ne doit plus se retrouver alors dans les liens de la justice. On ne peut plus priver le journaliste de sa liberté à cause de ses écrits. Et le code de l'information a été clair dessus. D'accord. Alors au niveau du Repromeb, alors dans les tests du Repromeb, on est constitué. Dans le bureau du Repromeb, on a un secrétariat, d'accord, qui est spécialisé de l'autorégulation en notre sein. Les mis en cause dans l'affaire de tricherie de recrutement de magistrats sont désormais fixés sur leur sort. Présenté au procureur de la République après le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Metonou, ce mardi 22 décembre 2020, ces derniers ont reçu des sanctions exemplaires. Pour rappel, 2 cas de tricherie ont été observés le samedi au lycée technique Koulibaly de Cotonou, où 1498 candidats ont pu composer pour 100 postes à pourvoir. Suite à l'arrestation des personnes concernées, le président Patrice Talon a ordonné l'annulation du dit concours. Toutefois, il est sûr que cette affaire servira d'exemple pour les concours à venir. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour Khaled et bonjour aux internautes auditeurs de Free Matin et EZAE TV. Merci à vous, Georges Anagonou. Vous êtes socio-anthropologue en dehors du fait que vous êtes analyste politique. Alors ce matin, j'ai beaucoup plus besoin de votre casquette de socio-anthropologue. Quelle est votre appréciation, selon vous, quel peut être l'impact du châtiment corporel dans l'éducation des enfants au Bénin, dans un pays, particulièrement au Bénin? Merci beaucoup. Ce que nous avons dans notre tradition, c'est que lorsque l'enfant commet une faute, il faut le punir. Il faut le punir. Et la punition en ce moment-là, elle est éducative. Elle permet à l'enfant de revenir sur de bons chemins, sur le chemin droit. Et nous avons, dans le temps, été éduqués par ça. Et même au-delà de ça, quand vous voyez des enfants agir
en France, des jeunes, surtout ces jeunes, ces enfants des immigrés, quand vous les voyez agir, et vous regrettez beaucoup. Et on dit, et c'est parce que la loi ne permet pas de les corriger à la maison qu'ils sont devenus comme ça. Mais dans l'évolution des choses aujourd'hui, est-ce que le châtiment corporel reste encore la règle en matière d'éducation des enfants? Et moi, je dis que la loi, dans l'évolution des choses, l'interdit. La loi dans l'évolution des choses l'interdit. Je vous reviens dans un instant. Dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, pour vous qui êtes surveillant général dans une école d'enseignement secondaire au Bénin, une école assez réputée quand même de bonne moralité, dites-nous, est-ce que les châtiments corporels, par exemple, qui ont été supprimés au niveau des écoles par le ministre de tutelle, est-ce que cela a un impact dans la bonne éducation des enfants? Non, il faut d'abord rappeler les raisons pour lesquelles le ministre a demandé qu'on ne sanctionne plus, qu'on supprime le châtiment corporel. Parce que dans certaines écoles, il n'y a que des personnes ont exagéré. Vous ne pouvez pas chicoter un enfant comme si c'était un animal. Ce n'est pas un âne. C'est pas un âne. C'est vrai que le bâton et la chicotte, c'était pour dissuader les élèves perturbateurs. Mais depuis que cet arrêté est sorti, ça pose problème. Il y a des élèves qui vous le rappellent tout le temps, il y a des parents qui vous le rappellent tout le temps, mais le ministre a oublié de dire que maintenant qu'il ne faut plus punir, qu'il ne faut plus châtier, quelle est la sanction qu'il faut pour remplacer? Parce que quand on punit 2 coups de main, 4 comme ça, c'est d'accord. C'est quand les gens prennent la chicotte jusqu'à aller déchirer la peau de l'enfant de truc que ça pose problème. Maintenant, on a tout interdit. Qu'est-ce qu'on propose en échange? Parce que ne pas châtier l'enfant, c'est de lui faire des retenues, des heures de retenue. Et j'imagine, quand vous collez 2 heures, ça vous fait -1 en conduite. Imaginez un enfant à qui presque tous les enseignants a collé des heures, on lui colle, disons, 8 heures, ça lui fait -4 en conduite. On lui colle 16 heures, ça lui fait -8 en conduite. Mais non, c'est là la conduite épuisée, c'est là 0 en conduite. Mais c'est ça justement, parce qu'on devrait proposer au collège ce qu'il faut faire. On ne va pas tout le temps passer le temps à convoquer le parent du même élève. Donc je dis, il y a des élèves qui n'hésitent pas à dire à l'enseignant, oh, le ministre de l'enseignement secondaire a refusé de ne pas frapper. Mais Georges Alagonou, lorsqu'on y voit de près, pour vous par exemple qui avez fait l'ancienne école, où quand même le châtiment corporel avait encore toute sa valeur, on a vu quand même que ça donne des fruits, puisque la plupart de ceux qui sont formés par le passé, en matière de qualité, en matière de compétences, en matière de bagage intellectuel, quand même il n'y a pas comparaison avec ceux aujourd'hui qui sont formés dans des conditions où l'on demande, l'on exige qu'il y ait moins de châtiment corporel, qu'on demande qu'on ait beaucoup plus d'assouplissement dans les mesures coercitives contre les enfants. Il faut dire que la punition, cette manière de punir l'enfant, de le ramener dans le bon chemin, qu'est-ce que le châtiment fait? Le châtiment corporel, c'est que ça amène l'enfant à souffrir. Et on dit qu'à partir de cette souffrance-là, il peut se mettre dans le droit chemin. C'est ça, en fait. Et ça, c'est depuis la maison. C'est depuis le bas âge. C'est pas à l'école. Quand l'enfant vient à l'école, ça continue. Ça continue. Seulement, comment allez-vous faire pour savoir ceux qui dérapent, ceux qui vont loin, comme disait Alphonse tout à l'heure, ceux qui déchirent la peau des enfants? Comment vous faites pour limiter cela? Il y a des enfants que, à cause du châtiment corporel, faisaient ce qu'on appelait école missionnaire. Parce que sa peau n'accepte pas ça. Parce que son organisme n'accepte pas ça. Il est arrivé que le parent soit en train de punir son enfant et que l'enfant s'évanouit. Ça arrive souvent. Il arrive même que l'enfant, si on ne sait pas faire, peut perdre la vie en ce moment-là. Donc, lorsqu'il n'y a pas des règles pour cadrer cela, ce qu'il faut faire pour un ministre, c'est de supprimer cela, tout simplement. Sinon, et en notre temps, lorsque tu apprends je ne sais pas si c'est le mercredi qu'on faisait calcul mental ou des trucs comme ça, parce que là, le maître, il chicote directement. Ça fait que tu dois réviser si tu ne veux pas avoir de chicote. Mais chicoter, justement, est-ce que chicoter n'est pas mis en place pour contraindre l'enfant à avoir ses leçons sues? Oui, mais de l'autre côté, est-ce que vous voulez que l'homme agisse sous contrainte? Ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Il est venu à l'école. Moi, je pense que, et ça, c'est pas seulement
Vous avez dans nos centres d'éducation, dans les couvents, si vous suivez, si vous avez fait le village, lorsque tu enfreins à la loi, même quand tu es âgé, au couvent, on te chicote proprement. Ça ne te dit pas. Mais quand tu sors, personne ne doit savoir qu'on t'a chicoté. Parce qu'on a pensé que les coups et les coûts de l'année, c'est ce qui vous permet de payer votre dette en quelque sorte. Alors, et ce que vous avez fait, la faute que vous avez faite, de payer cela. Mais comme je le disais, on peut aussi trouver que c'est des solutions de facilité pour éduquer l'enfant. Si c'est qu'il faut le taper, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Dès qu'il fait quelque chose, vous prenez votre bâton et vous le corrigez. Peut-être qu'à la maison, on continue de le faire. Seulement, aujourd'hui, c'est clair que lorsque vous faites ça, l'enfant porte plainte et vous êtes sanctionné. Qu'est-ce que ça oblige de faire? Je voudrais dire. Ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas taper l'enfant. C'est de ne pas porter atteinte à son intégrité physique. C'est de chercher alors d'autres moyens. C'est de chercher d'autres moyens pour amener l'enfant à faire ce qu'il doit faire si on le tapait. C'est ça la réalité. C'est ce que Alphonse disait pour dire on n'a pas pensé à autre chose. Colle, dans les collèges, colle comme vous l'appelez au collège. Hein? Comme vous l'appelez au collège, c'est à l'enfant qui est indiscipliné. D'accord? C'est pour l'enfant qui est indiscipliné. Mais ça ne porte pas atteinte à son intégrité physique. Vous savez que ne pas porter atteinte, c'est contenu dans les droits humains. Qu'on ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique d'un homme, d'une personne. Donc, à partir du moment où ça c'est sorti du jeu, il faut chercher d'autres solutions pour amener les enfants. Vous savez, nous-mêmes aussi, on dit l'éducation qui est saine, et qui est saine, c'est celle à laquelle l'enfant adhère librement. L'enfant adhère facilement. Et donc, moi, je pense que le ministre, en prenant une pareille décision, c'est pour parer à certaines choses. C'est pour éviter que des enfants subissent. Moi, je porte encore sur moi des cicatrices de cette correction-là. J'en ai. Si je me disais, oui, vous allez voir. Mais est-ce que ces corrections-là n'ont pas été, et ça, peut-être Alphonse Maurice Soudé va répondre, est-ce que ces corrections n'ont pas été ce qui nous a donné le fruit de Jean-Alain Goulou que nous avons aujourd'hui, socio-anthropologue, qui est quand même polyvalent? Je vais vous faire une confidence. Moi, je n'aimais pas le bâton. Voilà. Il y a des gens avec qui j'ai fréquenté qui savent que je n'aimais pas le bâton. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Je n'aime pas le bâton. Et par conséquent, je faisais mon travail. En notre temps, c'était les courroies des motos que les enseignants utilisaient. J'ai fréquenté au nord, j'ai fait Wassapenko, j'ai fait Djougou. Là-bas, c'est cravache. Et surtout avec la fraîcheur. Et quand on vous frappe à l'école, vous ne pouvez même pas rentrer dire à vos parents que le maître vous a frappé. Il vous dira pourquoi le maître t'a frappé. Et si c'est ce que tu as fait est grave, il va en rajouter. Mais ce que je vais dire, vous savez, dans les collèges, la seule personne habilitée à donner des coups, c'est le surveillant général. C'est la seule personne habilitée à donner les coups. Il m'en a donné une fois et je lui en veux jusqu'aujourd'hui. Un enseignant en situation de classe, dès qu'il constate qu'un enfant est en train de déconner, il l'envoie vers le surveillant général. Et donner des fessées, 2, 3, 4 fessées à un enfant, pour moi, ce n'est pas encore grave. Et je vais vous dire, vous savez, dans ce pays, on a dit l'usage du téléphone portable dans les écoles. On dit quand vous prenez le téléphone, vous restituez le téléphone à l'enfant en présence des parents. Mais tout le monde sait que l'année dernière, il y a eu des gaffes dans ce pays. C'est quand il y a eu gaffe qu'on a dit, ah, attention, on a sorti maintenant une note de service pour dire, désormais tous les téléphones confisqués ne sont plus restitués. On a d'abord subi les dégâts de l'utilisation des téléphones portables dans les collèges avant que l'on en prenne conscience. Je dis, je suis contre ceux qui frappent sauvagement les enfants. Je suis contre. Mais on ne peut pas éduquer les enfants sans le bâton. Parce qu'il y a des parents, il y a des parents, quand vous refusez de toucher à leurs enfants, le parent lui-même vient avec son bâton et sa chicote. Et il chicote correctement l'enfant. Il dit, le ministre a dit de ne pas chicoter l'enfant. Le ministre ne paye pas la scolarité pour moi. Le ministre n'éduque pas mon enfant. Je suis le seul à éduquer mon enfant. Demain, si mon enfant est mal éduqué, le ministre n'en répondra pas. Donc, chaque parent prend la responsabilité. Parce que quand l'enfant vient à l'école et il fait des bêtises, il vous sort ça. Moi, j'ai vu des apprenants avoir la copie de la note du ministre et qui exhibe ça aux enseignants pour dire le ministre a dit de ne plus nous frapper. Mais l'enfant a de mauvais comportements. Donc, je dis, tout en interdisant le châtiment corporel, et je suis d'accord avec vous qu'il faut encadrer, mais supprimer totalement. Dans certaines écoles, on a déjà retiré les bâtons.
Donc on a retiré les bâtons et la discipline se limite à l'application du règlement intérieur. S'il y a des cas qui ne sont pas prévus, dans le cas, on envoie votre enfant pour 112 heures. Quand il va faire les 112 heures à la maison, il revient avec ses parents. Chaque fois qu'il va récidiver, on va lui appliquer le règlement intérieur. Est-ce que c'est ça que nous voulons? L'enfant, on dit, s'il se bat à l'école avec son camarade, il fait 112 heures à l'école. À la maison, il revient après. Je suppose qu'il a fait 112 heures à la maison, il revient. Quelques jours après, il reprend la même chose. Il fait encore 112 heures. Donc, je dis, cette mesure-là n'est pas efficace quand on n'a pas indiqué la solution de rechange. Parce qu'on l'a dit, Obi, et aujourd'hui, tous les enfants... Alphonse Moïse Soudé, la loi interdit l'atteinte à l'intégrité physique de l'homme. Jean-Jean Angoulou était en train d'évoquer tout à l'heure les questions de droits humains et bien d'autres facteurs. Droits de l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas cette volonté de vouloir être conforme à la modernité, à la modernisation, d'être un peu comme l'Occident où on éduque autrement les enfants, qu'on veut forcément y arriver là? Vous savez, on est... Et aussi, est-ce qu'aujourd'hui, notre sociologie africaine est favorable à ce que l'enfant soit éduqué sans châtiment corporel? On a occidentalisé nos comportements. Moi, jusqu'au décès de mon père, je n'ai jamais eu le courage de le tutoyer. Je ne peux même pas avoir le courage de tutoyer mon père. Je ne peux pas. Quand mon père était vivant, quand on regarde la télé, dès qu'il arrive, il tousse une fois, tout le monde disparaît du salon. Et ça, aujourd'hui... Vous avez peur de lui? Ça, aujourd'hui, vous préférez vivre dans la peur? Ce n'est pas la peur. C'est quoi alors? Mais on arrive à... La crainte de l'autorité. Aujourd'hui, parfois vous êtes autorité, vous allez constater, vous rentrez dans le collège, les enfants vous voient, ils ne vous saluent pas. Même des parents arrivent, les enfants ne les saluent pas. Parce qu'à la maison, c'est permis. Je dis, chaque parent choisit la façon par laquelle il va éduquer son enfant. Mais je dis, l'État a le droit de veiller à ce que on n'apporte pas atteinte à l'intégrité de l'enfant, mais l'État aussi a le droit d'indiquer aux enfants, aux responsables de l'administration scolaire, quels sont les comportements qu'il faut avoir. Parce que quand on dit ne pas toucher à l'intégrité de l'enfant, je suis d'accord, on ne va pas, c'est pas dans tous les collèges qu'on déchire la peau aux enfants. Mais il y a mais le risque est-ce que dans cette course à la conformité aux droits de l'enfant, aux droits humains et tout autre éléments légaux qui nous viennent de l'Occident, est-ce qu'on ne doit pas contextualiser avec nos réalités africaines? D'accord. Lorsqu'on sait que, comme dirait un internaute sur la toile, l'Africain a une peau beaucoup plus dure que celle de l'Européen. Non, j'ai revu ça. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on a vécu, on peut en parler. Vous savez, il y a un humoriste, Jamel, si vous le connaissez, en France, qui a fait ce qui a dit, et les enfants des Africains, nous les enfants arabes, là, quand tu fais une faute, on te chicote proprement. Mais que quand il va chez son ami le blanc, quand il fait faute, ça, on lui dit, va dans ta chambre. Et que lui, il a même une chambre. Et que déjà, c'est la solution, c'est la punition, ça. Mais ce qui nous est arrivé, c'est que lorsque vous voyez ceux qui cassent les voitures, ceux qui cassent les trucs, c'est souvent les enfants des immigrés. D'accord? Et cet enfant dont la punition est va dans ta chambre, il ne devient pas casseur de voiture. Cela veut dire que dans l'éducation, il y a quelque chose qu'on a raté. Nous sommes livrés, nous nous sommes conformés au fait qu'il faut le châtiment corporel tout le temps. Et on n'a pas pensé, c'est ce que j'ai dit, on n'a pas pensé à d'autres formes de punition qui puissent ramener l'enfant dans le droit chemin. Et donc, dire que c'est la peau de l'Africain qui adore ça. Moi-même, il faut reconnaître ça. Moi, je me rappelle, et quand j'étais au primaire, arrivé au CE2, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à faire école missionnaire. Je restais dans le cimetière qui était à côté de l'école et tout ça, je restais dans la brousse, et mon papa, il me guettait, paix à son âme. Je ne savais pas qui il suivait. C'est vraiment qui fait du bruit tout le temps. Et un jour, mon papa m'a pris. Je ne suis pas allé à l'école, il m'a croisé dans une rue, et il m'a pris. Et il m'amène à la maison, il réfléchit, il dit, bon, tu vas te mettre devant moi, on ira à l'école. Je lui ai dit, non, on est au champ. Il dit, on va dans le champ. On est allé dans le champ, il n'y avait personne. Et maintenant, il m'a amené à l'école devant mes amis, comme tu l'as dit. Il m'a corrigé proprement devant le maître. Ce que ça a fait, effectivement, c'est que depuis ce jour, je n'ai plus jamais fait l'école missionnaire. Et je me dis, il n'aurait pas fait ça. Peut-être que je vais rester au village et faire la pêche. Comme mes autres amis. Donc ça, effectivement, quand c'est fait dans le bon sens,
Ça peut arriver. Mais des enfants, il y en a qu'on les a tellement tapés qu'ils sont devenus, ils se sont habitués. Et si tu ne sais pas faire, tu vas passer outre. Vous ne pouvez pas corriger les enfants au collège. C'est vrai. Est-ce que ce châtiment n'était pas ce facteur déterminant bien sûr. Dans la bonne formation? Oui, bien sûr. Vous savez, ceux qui font qu'on interdit les choses. La dernière fois, on a sorti des enfants où... excusez-moi du peu, sa belle-mère, ça dit la femme de son mari, parce qu'on lui a mis l'enfant, on a bloqué son évolution physique et mentale, et on lui faisait manger de n'importe quoi. On ne peut pas dire ça sur un plateau, d'accord? Et le châtiment corporel, c'était sa manne quotidienne. Cet enfant-là, il sera marqué à vie. Et peut-être ça va le bloquer dans son évolution psychique. Est-ce que vous pensez qu'un système comme ça, qu'il faut le maintenir, qu'il faut le garder? Je dis, lorsque toi-même tu adhères librement à un système, et que le système demande de châtiment corporel, et c'est ce que j'ai dit au niveau de nos couvents, si vous voulez, on veut vous confier le secret, c'est qu'on vous fait subir ce rituel-là d'abord, où vous subissez vous-même à votre âge, vous subissez de châtiment corporel, mais à ce niveau-là, vous y avez adhéré librement. D'accord? Mais l'enfant n'a pas demandé qu'on le corrige. Et les dérives que le système a entraînées ont fait qu'on a dit aujourd'hui, il faut penser à autre chose. Nous devons rester ingénieux et penser à d'autres manières d'éduquer l'enfant que de porter atteinte à son intégrité physique. Alors, Alphonse Moïsoudé, lorsqu'on y voit de près, on parle de châtiment corporel, mais il y a également un fait. Il y a un parent qui disait, je me disais un jour, qui disait que lorsqu'on veut châtier un enfant, lorsqu'on veut frapper un enfant, lorsque l'enfant est frappé, il n'est pas bien qu'à côté, il y ait quelqu'un qui lui offre un regard compensateur. L'enfant tout de suite se dit, peut-être celui qui m'a frappé tout de suite a abusé de moi. Et donc l'enfant se forge beaucoup plus dans ce châtiment à telle enseigne qu'après, lorsqu'on le frappe, il ne ressent plus rien et il devient quand même une bombe sociale. Est-ce qu'il ne doit pas avoir une unité dans, je dirais, les mesures qu'on va prendre contre l'enfant? Non, une unicité, moi je ne vais pas dans l'extrémité. Je dis qu'il y a des gens qui estiment qu'il faut frapper les enfants tous les jours. Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'on frappe l'enfant juste sur la base des humeurs? Il faut d'abord... Est-ce que l'enfant est frappé sur la base des humeurs? Dans les collèges, pour ce que je sais, on ne vous frappe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous écoute, on vous reproche ce que vous avez fait, on vous lit le règlement intérieur, on vous dit la sanction pour le règlement intérieur. Donc les chicots, c'est prévu dans... Non, ce n'est pas prévu. Je dis, on vous rappelle les sanctions. Mais parfois, on dit 2 coups. 2 coups, maximum 4. Pour ce que je dis, on ne doit pas dépasser ça. On ne doit pas dépasser. Mais ce n'est pas de frapper le même enfant tous les jours. C'est-à-dire que dans des maisons, moi j'ai vu le corps de certains enfants, que le corps est lacéré. J'ai eu même à convoquer un parent à la brigade. J'ai conduit un enfant à la brigade des mineurs parce que l'enfant est venu à l'école, tout son uniforme était tacheté de sang. Et je l'ai conduit en tant qu'enseignant, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai conduit à la brigade des mineurs où on a convoqué ce parent qui a pris l'enfant. Mais quand le parent a décidé de ne plus toucher cet enfant, mais je sais ce que l'enfant est devenu. Il ne va plus à l'école. Il ne va plus à l'école. Il ne va plus à l'école. Le papa dit, ok, tu fais de ta vie ce que tu veux. Je ne dis pas de frapper forcément l'enfant. Il arrive des jours où il faut discuter avec l'enfant. Moi, quand j'étais à l'école, quand je vois mon maître arriver le mercredi en rouge, c'est que là, c'est pas bon pour nous. Donc, le mercredi rouge... Et c'est pas parce que c'est le jour où nous faisions calcul. Oui. Et aujourd'hui, dans les écoles... C'est calcul mental, on appelle ça. Et dans les écoles, il n'y a plus ça. L'enseignant veut sortir sa moto, les enfants sont regroupés là, ils ne cèdent même pas le passage à l'enseignant. Parce qu'à la maison, son papa lui a dit que les enseignants sont des malheureux, les enseignants sont des pauvres types. Et quand il vient à l'école, il répète ça. Vous voyez un enfant qui dit à un enseignant, mon père peut vous nourrir. Il sait qu'il a dit, bon, l'enseignant c'est plein. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre que de convoquer le parent qui dit, ben non, c'est un langage d'adolescent, il faut le comprendre. Mais il a dit... Alors qu'autrefois, il n'y a pas ce langage qui existe dans le lexique. Je dis, je suis contre le châtiment corporel. Mais il faut proposer, il faut d'abord amener les parents à reprendre en main l'éducation de leurs enfants. Il y a des parents qui ont entièrement démissionné. Vous imaginez que dans les écoles, des parents inscrivent leurs enfants
du début d'année jusqu'en fin d'année, ils ne viennent jamais à l'école. Tout le temps, c'est le chauffeur qui vient chercher les bulletins, c'est le chauffeur qui vient payer la scolarité, ou bien c'est la nounou qui accompagne les enfants, et on abandonne les enfants. Bon, la télé remplace les parents. La télé éduque les enfants. Et ce que nos enfants béninois voient faire en France, c'est ça qu'ils appliquent. Hein. Ils appliquent. Et quand ça se passe comme ça, toute la société est coupable. À la maison, les parents ne sont pas disponibles pour éduquer les enfants. À l'école, les enseignants, ils ont des limites à ne pas franchir pour ne pas pouvoir perdre leur boulot. Et la société, tout le monde se tait. Et on est en train de... Moi, je me demande toujours, quel type de jeu nous formons pour l'avenir? Quand que ces enfants-là se lancent dans la tricherie, ces enfants-là sont à la recherche du gain facile, ces enfants-là, ils viennent à l'école, les cahiers ne sont pas à jour, alors qu'ils ont dormi dans des maisons. Le parent qui a mis son enfant au monde n'a pas été capable de contrôler le cahier de cours de l'enfant, il n'a pas été capable de savoir que son enfant porte pantalon sauté pour arriver. Quand il arrive à l'école, qu'est-ce que l'école fait? L'école a un règlement intérieur, l'école a quand même des limites à ne pas franchir. Le reste, qui va s'en occuper? Georges Anagonou, pour clore ce débat. Non, je pense que ce qu'on doit faire normalement, c'est que au niveau des parents, on doit être imaginatif. On doit chercher les solutions, adapter à chaque enfant et implorer même parce qu'il y a la une chose, nature. lorsque vous dites que la maman dit à l'enfant va dans ta chambre, c'est parce qu'elle aussi elle a été éduquée de va dans ta chambre. Mais aujourd'hui on voit des parents qui ont été éduqués aujourd'hui avec la chicotte, mais qui aujourd'hui veulent dire à leurs enfants va dans ta chambre, alors que eux aussi, lorsqu'ils parlent avec leurs sœurs qui sont encore peut-être derrière elles, avec quelques années en moins, ils ne tiennent pas le même discours. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie dans l'éducation? Le monde est évolutif. Le monde est évolutif. Et chez les Blancs aussi, le monde a évolué, mais pourtant c'est toujours oui, non, mais non, peut-être qu'ils ont aussi adapté. Il n'y avait pas de télé dans toutes les chambres au départ aussi. Il n'y avait pas certaines choses. Il n'y a pas de PlayStation dans toutes les chambres. Mais voilà. Ils avaient le divertissement. L'évolution. Oui, c'est ça que l'autre disait de façon humoristique pour dire la punition, c'est va jouer PlayStation dans ta chambre. Va t'enfermer dans ta chambre. Non. Je dis par rapport à notre culture. Moi-même, je me disais cela. Quand je regarde, je l'ai dit, quand je reste chez moi et que je regarde dans la rue ce qui se passe et qui est l'acte des enfants des immigrés, ou c'est les Arabes, ou c'est les Blacks qui passent dans la rue, qui cassent les voitures. Et là-bas, c'est vrai aussi, quand tu casses la voiture, que la voiture ne t'appartient pas, Alphonse, quand tu passes là, tu ne dois rien lui dire. Parce que ce n'est pas ta voiture. D'accord? Mais je dis, ceux qui font ces choses-là, c'est ces enfants-là peut-être qu'on a tapé à la maison. Ce n'est pas les enfants... Qu'on a tapé régulièrement. D'accord, voilà, très bien. Donc ce n'est pas l'enfant à qui on a dit monte dans ta chambre. Et c'est ça c'est là la contradiction. Et qui appelle que nous devons être inventifs. Nous devons réfléchir autrement. Parce que il y a aussi, c'est toujours dans cette Afrique ou bien dans ce Bénin qu'il y a des parents, ils n'ont pas éduqué leurs enfants avec de la lanière. Ils les ont pas éduqués avec du bâton. Parce que ce qu'on remarque, moi je vous dis, j'ai un garçon chez moi. J'ai un garçon chez moi qui est en seconde ou en première par là. Quand il pose l'acte, je le tape. Mais après, je suis fatigué. Et tu vas le taper jusqu'à... Mais il ne coule pas de larmes. Vous savez que ça aussi irrite les parents. Quand tu as un enfant devant toi et que tu le corriges... D'autres parents vous diront que vous ne savez pas taper, peut-être. Non, c'est faux. C'est faux. Tu risques de le blesser. Et c'est ça qui n'est pas bon. On dirait que... Non, ce que je voudrais dire, c'est que ce châtiment corporel-là ne le corrige pas. Ne fait pas qu'il change. Autrement dit, c'est qu'il faut changer alors de méthode. Il faut changer de système de punition. Et c'est à ça que j'appelle les parents aujourd'hui. Je demanderai au ministre, on a pris la note de service, on a intégré le châtiment corporel en fin d'année scolaire, que le ministre réunisse les directeurs, qu'on fasse le point. Parce que la discipline est en train d'aller à la dérive. On va faire le point. On a pris une décision. D'accord? Et les parents, tout le monde est informé. Enfin, d'année scolaire, on va évaluer et on va voir ce qu'il faut faire à nouveau. Merci à vous, Georges Anagonou. Merci également à Alphonse Moïse Soudé. Chers amis invités, on se retrouve demain pour le dernier numéro de l'année de Free Matin de l'année 2020. Chers amis internautes, Free Matin n'est pas encore terminé de ce jour. Vous allez installer à présent Nansérine Fatoumbi pour la dernière rubrique de ce matin. C'est l'horoscope du jour. Mercredi 23 décembre 2020, amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, que nous révèlent les astres natifs du signe Bélier? Profitez des impulsions cosmiques pour vous présenter comme un
comme un professionnel plus féroce. Envisagez par exemple d'étudier de nouveaux cours et mettre à jour et élargir vos connaissances chez Taureau. Contrôlez l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux, qu'ils soient personnels ou professionnels. Des commentaires inappropriés ou des photos hors de propos pourraient en effet ruiner votre avenir. Il est temps de vous méfier. Amis Gémeaux, côté relation, ce sera une journée à la fois excitante et amusante. La vie amoureuse s'emparera de votre esprit. Un baiser transformera cette journée du mercredi en un moment inoubliable de votre histoire. Cancer, si vous voulez que ceux qui vous entourent prennent soin d'eux et restent en bonne santé et en forme, vous devrez devenir un exemple pour eux. Il est en effet très facile de donner des conseils aux autres et de faire par la suite exactement le contraire. Chers amis Lions, au travail, certains secrets seront dévoilés et le favoritisme de certains collègues que vous avez découvert ne vous fera vraiment pas rire. Néanmoins, si vous travaillez à votre propre compte, vous canaliserez vos énergies pour vous concentrer et faire le travail adéquat. Vierge, l'idée de mélanger l'amour avec d'autres types d'intérêts ne donne jamais de bons résultats, surtout si l'on parle d'intérêts économiques. Il pourrait aujourd'hui y avoir quelques disputes au sein de votre famille pour des désaccords liés à l'argent car un déficit apparaîtra. Chère Balance, au travail aujourd'hui, le transit de Mercure en vous, la créativité et l'ingéniosité connaîtront des périodes où il vous sera possible de créer des œuvres de grandes inspirations et d'opportunités. Amis Scorpions, si vous êtes sur le point de vendre un bien immobilier ou une voiture, l'opération de vente sera couronnée de succès. Vous serez très satisfait. Les bénéfices seront donc dans la marge attendue. Sagittaire, au travail, vous allez pressentir ou ressentir une impulsion guidée de l'intuition qui pourrait vous apporter de grandes réussites. Avec l'aide adéquate, vous pourrez suivre ce nouveau projet de la vie que vous désirez. Natif du signe Capricorne, Mercure en conjonction avec le Soleil, tous deux dans votre signe, facilitera la compréhension de questions professionnelles qui n'étaient pas fluides. Ils vous aideront même à accélérer certains sujets que vous espérez se matérialiser ces derniers jours. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, vous devrez être prudent avec les mots que vous prononcez au travail avec vos collègues ou amis car ils pourraient vous porter grandement préjudice. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, sur le plan financier et professionnel, vous saurez aller au fond des problèmes calmement, mais de manière réaliste et sans détour. Si vous travaillez avec des associés, une rupture pourrait survenir en raison de votre désir d'agir à votre façon. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres messages. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci pour l'aimabilité. À demain pour le dernier numéro de l'année.